Mali, les secrets d'une guerre contre le terrorisme. Dans le plus grand secret, l'Élysée commence à négocier les conditions d'une intervention militaire. Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Une première lettre arrive à l'Élysée, par télégramme diplomatique crypté. Mais elle ne convient pas. Cette lettre du président malien Traoré, la voici, elle ne fait pas référence à l'ONU. Oui, et c'est un problème parce que la France veut absolument intervenir dans le cadre de la légalité internationale. Et pour ça, elle a besoin que les Maliens adressent aussi leur appel à l'aide à l'ONU. Et il y a une autre difficulté sur cette lettre, elle est trop précise. Elle fait référence à une intervention aérienne immédiate. Or, le 9 janvier, la France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. Les conseillers ministériels français planchent sur les modifications qu'ils vont demander aux Maliens. En fait, on leur donne les termes de la lettre qui nous conviendraient et on échange avec les autorités maliennes qui nous refont une lettre dans la même journée où le Mali demande officiellement le soutien militaire de la France. Ces tractations diplomatiques restent secrètes. Publiquement, il n'est toujours pas question de lancer une action militaire au Mali. Les forces spéciales, elles peuvent engager le combat dans la plus grande discrétion. Elles n'ont pas besoin que la France soit officiellement engagée dans un conflit, comme elles le font aujourd'hui en Libye, en Irak ou en Syrie. C'est l'autre interrogation de cette première journée. À quelle heure ont vraiment commencé les frappes? Pour l'armée française, c'est clair, elles ont débuté dans l'après-midi, mais vous êtes allé sur le terrain et vous avez entendu une autre version. Oui, à Konna, des habitants nous racontent que les frappes françaises auraient débuté dès le matin du vendredi 11 janvier. Drissa Maïga est agriculteur à Konna. Le matin du 11 janvier, alors que la France n'est pas entrée en guerre, il profite d'une accalmie dans les combats entre djihadistes et armées maliennes pour aller vérifier ses cultures. Il est à 300 mètres de sa maison quand il aperçoit un hélicoptère. ay kayga naguna famala watin kay naguna famala ana karajina te famala ana karahin kanto te famala kul yamma kayga naguna nti borakana chabayana de mujahiduna kango arandas mawra ina tire fo. Drissa Maïga retourne vers sa maison et constate qu'elle a été touchée, dit-il, par des tirs d'hélicoptères français. watin yana yakone ko farer ay kubi kayakat ay ke ka kasaw nakam aga lani mfamala aminata bu adama bu zainabu bu aliyu bu bortaci ay ni ko gari kan dogori mana banyuti dogori ko dogori ribu ay go jiri way gunda hera mfamala mali madu ande panda ay karanta mbarane mali madu ande panda ngare he ay go jiri way gunda hera mfam donc wala goy hunde ho ay zaru bero kan go yana ngata adama kinewi. Sur place, d'autres témoins racontent des frappes de l'armée française dès le matin du vendredi 11 janvier. Les hélicos de combat faisaient cap sur Konna, un hélico de combat avec des missiles, avec des mitrailleuses. Tout le monde sait ce que ça fait, c'est pas pour aller patrouiller. À partir du 11 déjà au matin, il y a eu des bombardements
ou des frappes des hélicos français sur les résiduels ennemis qui se trouvaient déjà en corps à corps. Les autorités françaises maintiennent leur version. Il n'y a eu aucune frappe d'hélicoptère avant le déclenchement officiel de la guerre, le vendredi après-midi, ni aucune victime collatérale. Très clairement, là-dessus, je peux être tout à fait définitif. Les premières frappes ont lieu à 16h via le détachement des forces spéciales. Il n'y a pas de frappe avant la décision du président de la République qui est prise pendant le Conseil de défense qui, lui, se tient à 11h30 à l'Élysée. La France n'est pas encore en guerre. Pourtant, le patron des forces spéciales donne l'ordre à ses hommes installés au Burkina Faso de partir pour Mopti Sévaré, une grande ville proche de Konna. On a envoyé des reconnaissances, parce qu'on ne s'engage jamais sans reconnaissance, sans renseignement. Quelques 20 à 30 bonhommes sur l'aéroport de Mopti Sévaré, avec de quoi se défendre et de quoi tenir quelques jours. Qui tient l'aéroport, tient la ville. Les forces spéciales aménagent leur poste de commandement à l'intérieur de ce bâtiment. Ces hommes des forces spéciales interviennent pour des missions délicates, sur des terrains où la France n'est pas présente officiellement. Ils opèrent discrètement depuis 4 ans, dans la région du Sahel. Sur place, ils s'appuient sur le responsable de l'aéroport. Ils sont venus, ils me disent, bon, ne courez pas des journalistes, pas d'autres personnes. Nous, c'est toi seul qu'on reconnaît à l'aéroport. N'importe quelle personne qui doit rentrer doit passer par toi et tu nous informes. La nuit tombée, des renforts continuent d'arriver. Une centaine d'hommes qui ne passent pas inaperçus. Officiellement, la France n'est pas en guerre. Des journalistes pourraient poser des questions. À Bamako, l'ambassadeur de France anticipe les fuites. Dans l'urgence, je sollicite de Paris des éléments de langage. Qu'est-ce qu'on doit dire aux médias qui vont, à la population, qui vont bien s'apercevoir qu'un avion militaire français s'est posé sur le sol malien et d'un commun accord avec les Maliens, on dit voilà, reprise de la coopération. Dans la nuit, l'Élysée obtient un ultime feu vert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies appelle à aider l'armée malienne. La France a un cadre légal, des forces sur place. Elle peut intervenir. La veille, il affirmait encore que la France n'interviendrait pas au Mali. Cette fois, il prend tout le monde de court. Nous sommes face à une agression caractérisée. J'ai donc décidé que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. 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 Voilà, je vous appelle pour Le capitaine de vaisseau Pierre Vendier déroule immédiatement un scénario mis sur pied depuis des mois. On avait dans notre coffre une sorte de liste de courses en se disant si la guerre commence, voilà ce qu'il faut faire. Par exemple, comment utiliser les troupes qui sont en Côte d'Ivoire. Et donc on connaissait parfaitement le délai qu'il fallait pour les troupes en Côte d'Ivoire pour aller au Mali. Une fois que le SEMA dit on y va, je sors ma liste de courses, je réunis mon équipe et je leur dis ok, c'est parti. Une fois que le SEMA dit on y va, je sors ma liste de courses, je réunis mon équipe et je leur dis ok, c'est parti. La cellule de crise mobilise les bases françaises d'Afrique de l'Ouest. À N'Djamena, une unité de 50 hommes reçoit l'ordre de partir en urgence pour le Mali. Le colonel Paul dirige le détachement. C'est à la fois une surprise parce que on ne s'attendait pas à intervenir sur le Mali. Le président avait dit qu'il ne comptait pas
déployer des forces au Mali. En même temps, un certain enthousiasme d'avoir été choisi pour faire partie de cette aventure. Les chefs de l'état-major doivent trouver un nom à cette opération. Ils pensent d'abord à Cimeterre, un sabre touareg. Mais si l'armée s'enlise, le jeu de mots cimetière serait trop facile. Ils trouvent finalement la solution sur Wikipédia. Ce sera Serval. Janvier 2013. 4000 soldats français sont déployés au Mali. Leur mission, arrêter l'avancée vers Bamako de rebelles djihadistes et indépendantistes touaregs. Pourtant, la question des Touaregs, ces tribus berbères qui vivent au nord du Mali, va semer la discorde. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant « Attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA ». Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Pour forcer le Sud à accepter, à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord, c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie, donc on travaille la main dans la main. Donc c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Qu'il y a d'autres intérêts pour Paris à intervenir, politiques ou économiques? Alors la France n'a pas vraiment d'intérêt au Mali. Elle ne participe pas à l'extraction de l'or malien, qui est la principale ressource du pays. Et ailleurs? En revanche, oui, elle en a au Niger voisin, juste à côté du Mali, car le Niger fournit 30% de l'uranium consommé par les centrales nucléaires françaises. C'est vital. C'est absolument stratégique de protéger ses approvisionnements de la menace terroriste. de la Libye à la Centrafrique et du Soudan du Sud au Mali du Nord, les conflits, la terreur et le chaos se sont répandus sur tout le continent. Au cœur de cet embrasement, un territoire est stratégique, le Sahel. Cette vaste région qui englobe le Sahara au nord et les savanes au sud est devenue le nouveau front de la guerre internationale contre le terrorisme. Mais le récit officiel de la guerre contre la terreur masque-t-il une bataille d'une toute autre envergure? Il y a des ressources en abondance. Il y a du gaz, du pétrole, du coltan, de l'or, du cuivre, et la liste ne s'arrête pas là. Toute la
La période actuelle est marquée par ce qu'on pourrait appeler a new scramble for Africa, c'est-à-dire un nouveau partage de l'Afrique. La guerre pour contrôler les ressources du XXIe siècle a déjà commencé. Le fil rouge, c'est le pétrole et l'uranium. L'uranium, c'est l'uranium du Niger. Et quand on parle d'uranium, c'est pas simplement l'uranium, on pense toujours aux centrales d'Areva maintenant. Mais l'uranium, c'était pendant très longtemps surtout de l'uranium militaire pour la force de dissuasion nucléaire française. Donc on voit bien que c'est intéressant de voir que finalement le Sahara, c'est quand même toujours le minerai le plus stratégique de la puissance nucléaire. Et quand la France, si elle a eu son fauteuil et son poste au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est non seulement parce que c'est une puissance nucléaire, mais aussi pour ses intérêts en Afrique. Et les deux sont liés, c'est-à-dire l'Afrique, le nucléaire, et c'est ce qui donne à la France finalement son rôle de puissance moyenne. Mais les vents de l'indépendance soufflent sur l'Afrique. La France perd ses colonies. En intervenant en Libye, en intervenant quelques mois plus tard au Mali, la France veut réaffirmer son rôle de puissance internationale qui a droit de siéger comme membre permanent au Conseil de sécurité. Je crois qu'on ne le dit pas souvent, mais je crois que l'objectif essentiel de la France est de dire nous sommes une grande puissance. Peut-être nous n'avons pas la puissance économique que nous avions avant, mais nous sommes un grand acteur pour la paix et la stabilité dans le monde. Mais l'opération Serval est-elle tout ce qu'elle a semblé être? Dans ces confrontations en Mali, personne ne sait exactement ce qui s'est passé puisque les médias ont été tenus à l'écart de la guerre. Donc il n'y a pas d'images autres que celles qui ont été livrées par l'armée française. Il fallait montrer que l'armée française était extrêmement efficace. Son matériel militaire, c'est mieux que le salon du Bourget, on dit les avions, etc. C'est beaucoup mieux de les voir en opération. Donc les opérations, le renseignement, tout ça était magnifiquement préparé et c'est pour ça que ça donnait à la France un label d'efficacité. Konna, ou ce qu'il en reste aujourd'hui. La ville est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'opération Serval. Konna a été le théâtre d'une bataille décisive avec les combattants islamiques du groupe Ansar Dine. C'est ici qu'ils ont été encerclés par les troupes françaises. Un mémorial en hommage aux premiers soldats français tués pendant ces affrontements a été érigé sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français. Sur le terrain, de nombreux témoins du conflit se posent des questions. De l'attaque de Konna, on a considéré que la France ne voulait pas exterminer les islamistes. Les islamistes ont été repoussés, c'est tout. Ils sont repartis d'où est-ce qu'ils sont venus. Ils sont rentrés par les grandes portes du Sahara du Nord, du désert du Nord. Et ils sont là encore dans le Nord. La question qui saute aux yeux, c'est ces pick-up, qu'est-ce qu'ils sont devenus au lendemain du début de l'intervention Serval? Il n'y a qu'une seule route qui conduit vers le nord. Il aurait été facile, avec les moyens aériens dont dispose la France, de les intercepter. Donc, il semble bien qu'il y a eu une dimension politique très forte dans cette intervention qui a été plus importante que la dimension militaire. Dans cette guerre de l'ombre, quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre? L'objectif était, dans un premier temps, de stopper l'avancée vers le sud, ce qui a été fait assez rapidement.
Dans un deuxième temps, de déstabiliser les bases arrières des groupes terroristes, qui a été fait dans un deuxième temps, et dans un troisième temps, de permettre la libération du territoire malien le plus au nord possible, et ce qui a été réalisé. Ça sera une espèce de super police avec des inégalités extraordinaires entre les pauvres et les riches et la nécessité de contenir les classes dangereuses, les zones de non-droit pour protéger les zones en développement. Donc il y a véritablement ce que les Américains appellent les small wars, une espèce de cavalerie destinée à maintenir la paix pour les affaires occidentales sur le continent africain. Cette militarisation croissante fait de l'Afrique une nouvelle source de profit très convoitée par le complexe militaro-industriel. Avec à la clé des millions de dollars de nouveaux contrats pour les fabricants d'armes et les entrepreneurs privés. Dans cette partie d'échecs, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11e forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des Occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'Eldorado du Sahel, le bassin de Taoudéni, qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord Mali. Il existe des gisements en quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalente aux 2/3 de l'Europe. Il y a donc très peu de puits dans cette zone, en tout cas pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2000 milliards d'investissements dans le pétrole et gaz africain sont prévus au cours des 2 prochaines décennies. On sait tous qu'on va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. Nous sommes la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique qui touche l'océan, l'Afrique forestière. Et donc, ce point de vue fait que nous avons une position stratégique essentielle. Qui contrôle le Mali contrôle l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique.